Le, le webinaire de ce midi vous est présenté par Transition alimentaire Québec, qui est un OBNL qui a pour mission d'accélérer la transition vers un système agroalimentaire durable au Québec. C'est une mission qui se traduit essentiellement par la sensibilisation et la promotion de mesures politiques, législatives et économiques qui visent principalement le remplacement d'ici 2030 de 50 des produits d'origine animale consommés au Québec par des produits d'origine végétale. Aujourd'hui, on a le plaisir et la chance, je veux le souligner, de recevoir la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers, qui est médecin de famille et responsable de la santé planétaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Détentrice d'une maîtrise en environnement et développement durable, elle préside l'Association québécoise des médecins pour l'environnement depuis 2018. Elle est également l'auteure de Santé planétaire, prescription médicale pour un environnement sain, qui est paru en 2025 aux éditions Éco-Société. Le webinaire d'aujourd'hui va se dérouler en 2 temps. Donc, en première partie, je vais discuter avec Dr Pétrin-Desrosiers des arguments clés de son ouvrage et on va voir pourquoi la santé, c'est un angle essentiel pour comprendre et agir face à la crise écologique. Et notre conférencière va aussi aborder les pistes de solutions qu'elle propose dans son livre en lien avec l'alimentation plus particulièrement. Et là, en deuxième partie, ce sera l'occasion pour vous de lui poser vos questions. Et donc, en prévision de cette deuxième partie-là, je vous invite à transmettre vos questions dans le fil de discussion tout au long de la présentation. Docteur Pétrin-Desrosiers, bonjour. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un privilège pour nous. Je dis vraiment, je pèse mes mots parce qu'on sait à quel point votre horaire professionnel est chargé. Puis là, pour commencer en douceur, là, avant d'entrer sur le terrain de la science et de la politique, qu'est-ce que vous diriez de prendre une minute pour nous parler un peu de vous comme personne? Donc, d'où vous venez, puis qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger en médecine? Je suis arrivée en médecine un peu par hasard, bien honnêtement, puis ça m'a souvent challengée un petit peu, mais moi, je viens de Gatineau, j'habite à Montréal maintenant depuis une dizaine d'années, puis c'est un de mes professeurs de français en secondaire 4 qui me dit à un moment donné, il dit, ah, tu devrais un peu faire comme mon fils, va au cégep, fais un bon programme, mets des bonnes notes, puis applique en médecine, puis c'est la première fois qu'on m'ouvrait cette possibilité-là dans un sens. J'ai un père qui travaille dans le domaine, qui a travaillé dans le domaine linguistique toute sa vie. Ma mère a grandi sur une ferme, a comme débuté son parcours professionnel, a fini son bac quand j'étais en secondaire 5. Puis c'était comme juste pas tant quelque chose que j'avais envisagé. Puis finalement, ben, j'aimais l'école, mais j'étais incapable de me décider au cégep. J'ai fait un programme double qui combinait les sciences humaines et les sciences naturelles parce que je voulais encore faire de l'histoire, puis de la philo, puis de la politique, puis je voulais pas juste faire de la chimie, mais j'aimais ça. Puis finalement, mais je me suis retrouvée à l'université, puis ça a été un peu un choc parce que j'avais une vision un peu romancée des médecins, mais beaucoup comme un peu des médecins qui ont été marquants, notamment aux États-Unis. Je pense à Paul Farmer, qui est un médecin qui a fait beaucoup de santé publique, un petit peu partout à travers le monde, mais une vision très sociale de la médecine. Et là, je me retrouvais dans les premiers mois de la formation est très, très, très scientifique, très moléculaire. On parle de tous les muscles, toute l'anatomie, tout ce qui se passe au niveau des échanges, comment les cellules sont construites, des choses qui forment une certaine base, mais qui m'apparaissaient complètement déconnectées. Puis c'est dans ces mêmes moments-là où je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce programme-là? La moitié de ma classe, les parents sont médecins, ils connaissent les noms de médicaments. Moi, je connais un médicament, c'est le Tylenol à peu près, tu sais. Puis ça m'a beaucoup tu sais, je me suis beaucoup questionnée, puis j'ai beaucoup douté de ma place. Puis j'ai commencé à découvrir, ben, j'étais déjà impliquée au cégep, mais à redécouvrir la médecine à travers la lentille de l'engagement étudiant. Il y avait une fédération internationale des associations des étudiants en médecine qui était bien active sur le campus. Puis moi, ça a été salvateur, mais j'ai trouvé des gens qui me ressemblaient. Et j'ai décidé d'arrêter mes études pendant 1 an pour être impliquée à temps plein dans cette association-là qui est présente depuis 1951. C'est la plus vieille association étudiante au monde, représente aujourd'hui plus de 1,3 million de personnes dans
35 pays à travers la planète. Et en fait, j'ai habité en Europe pendant 1 an pour faire ça à temps plein. C'était purement bénévole, mais pour moi, ça donnait tellement de sens. Puis c'est à travers cet engagement-là que j'ai un petit peu cristallisé cette vision-là, mais cette nécessité-là que pour moi, être médecin, peu importe où j'allais être médecin, si je devenais médecin pour de vrai, je pouvais pas concilier ce rôle-là sans parler d'environnement. C'était impossible pour moi de me dire je peux être un bon médecin au 21e siècle si je parle pas de changement climatique, si ça ne fait pas partie de quelque chose que je considère comme inhérent à ma pratique. Donc, quand je suis revenue, j'ai complété mon parcours. J'ai hésité longtemps sur ce que je voulais faire comme spécialité médicale. Puis, j'ai fini en médecine familiale après une très longue réflexion. Puis là, je suis heureuse d'être d'abord et avant tout médecin de famille à Montréal, à temps plein. C'est mon travail. Je fais ça du lundi et la fin de semaine. Je fais des gardes à l'hôpital. J'aime la médecine que je fais parce que c'est une médecine qui est dans une communauté bien vivante. Puis qui me permet d'avoir l'opportunité de sortir un peu parce que la majorité de la santé est pas très et par ce qu'on vit, ce qu'on respire, comment qu'on se déplace, comment qu'on se sent. Puis il y a beaucoup qui peut être fait autrement que par des approches des fois un peu rigides de protocoles médicaux comme on apprend en médecine. Puis là, j'ai la chance d'un petit peu de jouer avec tout ça dans ma pratique clinique en ayant à l'extérieur, en donnant un sens à travers l'engagement, à travers tout ça. Donc, on voit quand même que l'origine de ton engagement pour la cause environnementale, ça remonte là, à quand même loin, aussi Ouais. loin que les études. Puis, c'est une préoccupation qui continue de t'interpeller aujourd'hui. Est-ce que tu vois un lien avec le lieu où tu pratiques justement la médecine? C'est clair. Moi, je travaille dans 2 secteurs à Montréal, dont le secteur de Schlager-Maisonneuve, puis le secteur du Centre-Sud, proche du... En fait, je travaille à l'hôpital Notre-Dame, là, pour ceux qui se situent sur l'île, qui est quand même dans un quartier juste au sud du plateau, mais dès qu'on descend en bas de Sherbrooke, on tombe dans une autre strate de vulnérabilité. Euh, la majorité de mes patients, c'est des gens qui ont des moyens financiers limités, souvent une faible littératie, difficulté, ben pas c'est des défis des fois qui transparaissent pas nécessairement d'emblée, mais qui vivent dans des quartiers qui sont historiquement pauvres en verdure, qui sont plus tardifs dans le développement d'aménagement durable comme on voit dans d'autres secteurs de la ville. Tu sais, dans Hochelaga-Maisonneuve, l'espérance de vie diminue de 9 ans si on en compare à l'espérance de vie dans l'ouest de l'île. Ça, c'est des raisons structurelles, historiques, qui perdurent encore à ce jour. Et tu rajoutes à ça un développement industriel quand même assez important, une proximité avec ces industries-là. Puis actuellement, le plus gros projet qui menace directement la santé des gens dans le secteur, c'est tout le projet d'agrandissement du port de Montréal à travers le projet Raymond Logistique, qui menace de détruire une friche naturelle existante que les citoyens utilisent comme espace de fraîcheur, comme possibilité d'avoir un contact avec la nature en milieu urbain. Puis on menace en fait cet endroit-là qui va devenir un stationnement de containers et donc un îlot de chaleur. Et c'est situé à côté d'un CHSLD, donc un centre d'hébergement de soins de longue durée pour des gens qui ont des besoins importants, autant sur les plans physiques que cognitifs, et à côté d'un HLM. Fait que les questions environnementales, moindrement on n'a pas besoin de les chercher tant que ça, il faut juste avoir un peu les antennes allumées, mais elles reviennent, elles prennent leur place dans mon bureau comme médecin vraiment régulièrement. Puis il y a des injustices environnementales qui persistent dans les secteurs où je travaille, puis sont un peu le résultat de choix qu'on continue de prendre encore aujourd'hui, mais qui pèsent lourd. Puis quand on regarde à Montréal, tu sais, une des principales conséquences des changements climatiques qu'on vit à Montréal de façon très, très franche, c'est la chaleur estivale, les périodes de vagues de chaleur où il y a des attaques un petit peu où il fait très, très chaud. C'est pas tout le monde qui a la même capacité de répondre à la chaleur, puis la chaleur, ben, c'est mortel. Et les gens qui meurent de la chaleur, ben, il y en a à Montréal à chaque année. C'est souvent des gens plus âgés qui ont plusieurs problématiques de santé, des problèmes cardiaques, des problèmes psychologiques, notamment psychiatriques, des gens qui ont des problèmes pulmonaires et majoritairement des gens qui vivent dans des îlots de chaleur et les quartiers défavorisés. Donc,
Quand on regarde là où les gens décèdent pas à Outremont, dans West Island, les gens décèdent dans Hochelaga, dans Parc Extension, dans Centre-Sud Ville-Marie, des gens où finalement on a construit des îlots de chaleur. Fait que c'est des inégalités persistantes qui continuent de faire des décès à chaque année. Puis ça, pour moi, c'est un motivateur. On peut faire mieux. Je pense que clairement, tu nous démontres que excuse-moi, je t'ai tutoyé. Il Est-ce n'y a pas de qu'on problème. peut se tutoyer? Le naturel prend le dessus. Tu nous démontres que ton rôle, tu sais, dans ta profession, par justement ton domaine de spécialité, puis aussi la localisation où tu pratiques, ça donne un point de vue privilégié pour constater à quel point il y a des liens entre la santé, l'environnement, mais aussi la justice sociale. Puis tu as évoqué la question de justice environnementale, c'est tout ça. Tu nous as donné aussi l'exemple d'effets sur la santé que les vagues de chaleur peuvent avoir. Justement, j'aimerais ça qu'on creuse un petit peu cette question-là parce que quand on parle de changement climatique, encore aujourd'hui, je pense, tu sais, je dis quand on parle, dans les médias, là, par Ouais. exemple, là, instinctivement, les images qu'on nous montre, puis donc les images qui nous viennent à nous naturellement quand on en parle, c'est la fonte des glaces, les événements météorologiques extrêmes, les feux de forêt, mais on parle très peu des conséquences de ça sur la santé. Tu nous as donné l'exemple justement des vagues de chaleur et tout ça, clairement, on voit que si ça peut mener au décès d'un humain, ben, il y a un effet. Et tu le soulignes d'ailleurs à plusieurs reprises dans ton livre. Je pense que c'est un élément que tu déplores. On en parle vraiment, on parle vraiment pas beaucoup de ces liens-là. Donc, si on le creuse un peu plus, là, c'est quoi les conséquences? Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la santé des Québécois et des Québécoises? Ben, en fait, ça a été pour moi le motivateur principal d'écrire ce livre-là. Parce que, ben, au-delà des changements climatiques, puis je le campe bien, on parle beaucoup de changements climatiques, on parle peu de pollution, puis on parle encore moins du déclin de la biodiversité. Mais ces trois crises environnementales-là, des crises écologiques, en fait, tirent pas mal leurs racines de la même endroit, c'est qu'on exploite les ressources naturelles, dont les énergies fossiles, à une vitesse qui ne permette pas le renouvellement et à une vitesse qui entraîne des conséquences désastreuses sur l'équilibre existant des écosystèmes. Et souvent, en fait, tu as raison, on répertorie des impacts qui nous semblent un peu loin, puis on a de la misère à voir concrètement ça a quoi sur nous. Puis j'étais un petit peu tannée qu'on n'ait pas, en fait, que au-delà de certains médecins, parce qu'il y a un travail à faire auprès des professionnels de la santé pour mieux que les professionnels de la santé comprennent mieux les impacts pour les voir auprès des gens auxquels ils interviennent, mais que dans la société, on puisse tous mieux se saisir de ces arguments-là, ces éléments de discussion, parce que souvent, c'est absent. Puis, tu sais, il y a des exemples très concrets récemment où le gouvernement met sur place un groupe de travail, un comité d'experts pour l'épauler dans ses choix environnementaux. Bon, après, on peut déplorer la qualité des choix qui suivent, mais quand on met sur pied le comité d'experts, il n'y a personne issu du domaine de la santé et on l'a pas pensé. On met quelqu'un sur l'eau, sur l'électricité, sur l'agriculture, mais on met personne de la santé autour de la table parce qu'on n'a pas l'impression que c'est pertinent. Puis pour moi, c'est des lacunes qui démontrent on a des angles morts dans la façon dont on perçoit ces questions-là. Après, l'autre chose, c'est que la science est quand même intéressante là-dessus. Les études sur la communication climatique s'intéressent pourquoi on n'agit jamais à la hauteur de ce qu'on devrait agir. Qu'est-ce qui explique que malgré que la menace est aussi lourde et aussi pressante et aussi bien démontrée scientifiquement, pourquoi les décisions politiques ne suivent pas? Puis une des hypothèses principales en communication politique climatique là-dessus, c'est la distance psychologique. On a l'impression que le problème est plus loin qu'il l'est, donc on est moins dans un sentiment d'urgence. Et un des éléments qui joue sur la distance psychologique, et on commence à avoir des études de très bonne qualité là-dessus, c'est la santé. Lorsqu'on parle de santé en parlant d'environnement, on a tendance à réduire cette distance-là. Les gens se sentent plus concernés, voient le problème comme plus important, puis en fait, c'est source de motivation à adopter des politiques climatiques plus ambitieuses. Fait que moi, je me disais, si on publie un livre grand public, parce que ça n'existait pas, sur ces questions-là,
Ben, mon objectif sous-jacent, c'est que tout le monde puisse maîtriser assez ça dans une certaine mesure pour être capable, dans leur domaine respectif, après, de faire semer les réflexions nécessaires. Puis je reviens à ta question de base. Les changements climatiques ont été définis dans la littérature par la plus grande, comme étant la plus grande menace à la santé du 21e siècle, et parce qu'ils influencent à peu près tout ce qu'on connaît du corps humain. On pense à une maladie, elle peut être influencée par les changements climatiques ou la pollution. À eux seuls, ces deux grands enjeux écologiques-là touchent à peu près tous les organes du corps. Au Québec, on parle beaucoup évidemment de chaleur, mais les inondations ont un impact sur la santé. On a des études assez fortes qui ont été faites, Centre du Québec, Montérégie, qui démontrent que les gens qui vivent qui sont victimes d'inondations, qui sont plus fréquentes, en fait, les crues printanières là, sont plus importantes, puis il y a une probabilité plus élevée de fortes précipitations en courte période, ce qui dépasse les capacités des écosystèmes à les absorber et des écosystèmes construits, là, dont les égouts notamment. Mais ceux qui vivent des inondations, dans les mois qui suivent, sont beaucoup plus à risque d'avoir des enjeux de santé psychologique. On parle de 50% à peu près de troubles d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique, d'enjeux de sommeil, de dépendance. À peu près une personne sur deux qui a été victime d'inondation. C'est des chiffres impressionnants. Les feux de forêt, on en a connu un épisode de pollution atmosphérique lié aux feux de forêt pas plus tard que la semaine passée. Ça détériore de façon très, très, très importante la qualité de l'air. À court terme, on peut être incommodé légèrement si on est jeune et en bonne santé. Bon, peu d'impact, on a les yeux qui piquent, on a un peu mal à la tête, la gorge, elle te dérange un peu, mais le 2 jours après, on est correct. Mais souvent, quand on est plus vieux ou qu'on a des problèmes sous-jacents, mais ça peut précipiter des crises de cœur, ça peut engendrer des AVC, ça peut rendre des gens à l'urgence parce qu'ils ont de la misère à respirer. Puis ça, c'est quand on est très loin du feu de forêt, comme c'était le cas. Mais lorsqu'on est à côté et qu'on perd notre maison ou notre communauté, évidemment, ça a des impacts psychologiques qui peuvent être importantes. Puis on a des études qui ont été faites dans l'ouest du pays, dans l'ouest du Canada, qui démontraient que les jeunes qui avaient vécu, qui avaient vu leur communauté un petit peu être prise avec des flammes, présentaient plus d'idées suicidaires, plus de dépression et d'anxiété, évidemment, dans les mois qui ont suivi, puis jusqu'à 1 an et demi, 2 ans là, après les feux de forêt. Fait qu'on a parlé de chaleur, de feux de forêt, d'inondation. Il y a des impacts sur les infections. Il y a beaucoup de moustiques ou d'autres bébites qui transmettent des maladies qui sont influencées par les conditions climatiques. La maladie de Lyme est un excellent exemple. Tu sais, il n'y en avait pratiquement pas dans le sud de la province jusqu'à il y a quelques années. Et là, on s'attend, parce qu'il y a un réchauffement global moyen, que la tique va trouver des nouveaux territoires où elle peut vivre. Et donc, d'ici la moitié du siècle, 2050, là, dans les 20 prochaines années, il devrait en avoir en Abitibi-Témiscamingue, dans les Laurentides, la Naudière, au Saguenay, en Gaspésie, alors que pour l'instant, c'est des zones qui ne sont pas considérées à haut risque. C'est le cas pour le Zika, la dengue, le choléra. Puis, je rajoute à ça l'angle de la biodiversité, mais tu sais, les écosystèmes ont la fabuleuse capacité que quand on les dérange pas, ils s'autogèrent. Et lorsqu'on vient exercer des pressions un peu démesurées, surtout des pressions anthropiques comme la déforestation, ben on vient jouer sur les équilibres qui permettent de restreindre un peu l'émergence de certains pathogènes dangereux pour l'homme. Et avec la déforestation puis la destruction des ressources naturelles, on se met à risque d'émergence de maladies qui pourraient être pires que ce qu'on a connu avec la COVID, qui sont des maladies dites zoonotiques, donc qui transmettent par un vecteur. Un des exemples concrets récents de ça, c'est l'Ebola. L'Ebola est une maladie qui est influencée par la destruction des milieux naturels parce que les animaux qui peuvent en être porteurs mais se retrouvent à être forcés d'être déplacés et se rapprochent finalement du réservoir humain et viennent infecter des humains. Donc, chaleur, inondation, feu de forêt, infection. Puis là, c'est sans parler de tous les impacts sur la stabilité, la capacité de production agroalimentaire, les impacts sur les déplacements massifs de population pour les populations qui vont être capables de se déplacer avec soit les sécheresses, les inondations, l'augmentation du niveau des mers, puis des impacts sur finalement la géopolitique là, qui pourrait générer des guerres. D'ailleurs, il y a des hypothèses, puis je vais arrêter la réponse là-dessus, mais il y a des hypothèses comme quoi le conflit en Syrie a été précipité un petit peu par un épisode de sécheresse qui pourrait être attribuable au changement climatique, qui a entraîné en fait des gens qui ont eu besoin de se déplacer pour subvenir à leurs besoins de base, puis un peu des conflits pour l'accès à des ressources. Et c'est le genre de tension qu'on pourrait voir augmenter dans les prochaines décennies. Puis là, c'est sans parler de tout le volet sur la santé psychologique, mais
c'est un aperçu parce qu'on pourrait en parler plus longuement, on donne des cours spécifiques là-dessus, mais ça reste, faut comprendre que les changements climatiques, c'est des amplificateurs de risque. Ça vient moduler pratiquement tous les problèmes de santé qui existent, puis il n'y a pas vraiment personne qui peut se dire, moi, ma santé sera jamais touchée par les changements climatiques. Cette personne-là, j'aimerais bien la trouver, mais elle a probablement tort. Donc, clairement, ce que tu nous expliques, c'est qu'il y en a plusieurs effets sur la santé, c'est multifacette. Puis, comme le phénomène du réchauffement climatique va aller en s'accélérant, puis que les effets seront de plus en plus grands, nécessairement, on peut s'attendre à une corrélation dans cette amplification des problèmes au niveau de la santé. Tu es dans le domaine de la santé. Est-ce que le réseau de la santé, parlons de celui du Québec, puisqu'on est au Québec, Ouais. est-ce qu'on est en mesure de répondre à cette demande croissante-là être, qui va être causée par les changements climatiques? C'est une excellente question parce que, bon, tout le monde, en fait, j'imagine que si vous êtes intéressé par ces questions-là, vous êtes un peu familier avec l'actualité et les projets de loi actuels pour régler tous les problèmes dans le réseau de la santé, dont des cibles de performance, puis tout ce qui se passe avec le projet de loi 106, où on essaie de comprendre pourquoi notre réseau actuel a de la misère à répondre déjà à la demande. Puis il y a plein de facteurs qui existent, qui expliquent cela, mais on a quand même une complexification des problèmes de santé. Ce qu'on voyait il y a une trentaine d'années, souvent les gens avaient comme un monoproblème, un seul problème. Maintenant, les gens vieillissent, puis c'est une bonne chose, mais vieillissent souvent avec, accumulent des problèmes de santé. Donc, la médecine est beaucoup plus complexe qu'elle l'était. Avec ça vient un stress. Ça demande des soins. On prend des prises de sang, on fait des examens d'imagerie. Et je dis ça juste parce que actuellement, on a déjà un peu de la misère à répondre à la demande, puis c'est pour ça qu'à chaque 4 ans, tu as un gouvernement qui pense qu'il va avoir la solution miracle. Ceci étant dit, à chaque fois qu'on fait une planification du réseau de la santé, on n'a jamais vraiment considéré l'impact surajouté des changements climatiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dénoncé à multiples reprises avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, notamment parce qu'on sait, par exemple, juste pour la chaleur, on s'attend à 20 000 décès en excès d'ici 2065. Je pense que l'INSPQ, c'est les chiffres de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, devait les mettre à jour. Je sais pas, j'ai pas encore vu la nouvelle publication, mais on s'attend à ce qu'il y ait un stress. C'est moi, juste dans mon secteur où je travaille, au public, là, le temps d'attente pour voir un intervenant individuel pour une psychothérapie, c'est à peu près 18 mois, 1 an et demi, puis tu as le droit à 10 12 séances maximum. Il n'y a pas de planification qui est faite actuellement pour des besoins qui pourraient être majorés par des problèmes climatiques ou environnementaux. Fait que par exemple, tu sais, on sait que la Montérégie, c'est une zone qui est à risque pour les inondations à chaque printemps. Il y a des débordements. Mais est-ce qu'on est capable de prévoir plus de réponses en santé mentale pour ces gens-là? Ça fait pas partie de notre planification. On a construit récemment 2 hôpitaux. Tu sais, le dernier hôpital construit actif, c'est le CHUM. Le CHUM n'a pas été bâti avec des impératifs écologiques, roule encore avec des énergies fossiles. Il y a une équipe fabuleuse au CHUM qui essaie de tendre vers la carboneutralité, mais ils vont avoir des défis très, très, très majeurs. Et ça, c'est une initiative d'établissement qui a été menée notamment par un de mes collègues anesthésistes, Stéphane Williams, qui a décidé d'amener ça au conseil d'administration, puis ça a passé. On n'a pas d'objectif structurel dans le réseau de la santé, à la fois pour répondre aux besoins croissants, tu sais, avoir une planification, ni pour réduire l'empreinte du réseau de la santé. Parce que le réseau de la santé, c'est responsable d'à peu près 4 à 5 de nos émissions de gaz à effet de serre. Puis c'est probablement un peu des sous-estimations, puis parce qu'on manque beaucoup de données, hein, notamment les compagnies pharmaceutiques ne divulguent pas l'empreinte de cycle de vie de leurs trucs. Ils disent que c'est des secrets industriels, notamment. Mais on sait que le réseau de la santé, c'est un pollueur. On a travaillé très fort quand Santé Québec avant que Santé Québec arrive pour essayer que, en fait, le réseau de la santé soit soumis aux mêmes normes que les autres organisations du ministère. Parce que, en fait, avant, le réseau de la santé n'était pas soumis à la loi du développement durable. Il n'y avait absolument rien. Il y avait juste le ministère de la Santé, ce qui concernait les voitures du ministère, mais tu sais, il n'y avait rien d'autre. Là, avec Santé Québec,
on a réussi à gagner un petit peu, que Santé Québec est assujetti à la loi sur le développement durable. Fait que je m'attends qu'il y ait plus de choses qui se fassent dans les prochaines années, mais tout est une question de priorité. Puis en ce moment, il n'y a pas vraiment d'investissement gouvernemental qui vont en ce sens-là. Ce qu'on voit, c'est des initiatives individuelles. Puis moi, j'ai la chance d'avoir des collègues, je vous dis, motivés partout, là. Maintenant, dans à peu près chaque établissement de la région de Montréal, il y a des comités menés par notamment des médecins, des fois des pharmaciens intra-établissement qui demandent à leurs gestionnaires de changer les pratiques, de réduire, qui font leurs propres analyses pour réduire leur quantité de déchets ou leurs empreintes carbone. Mais c'est des initiatives un peu à la pièce. Fait que, est-ce qu'on peut faire plus dans le réseau de la santé? Clairement. Est-ce qu'on a besoin de faire plus? La réponse, c'est oui. Puis pourquoi? Parce qu'on a déjà des exemples de systèmes de santé qui ont été dépassés par des catastrophes écologiques. Je termine là-dessus. À Vancouver, quand il y a eu un dôme de chaleur, il y a à peu près 3 ans, les services d'urgence ont été complètement dépassés. En quelques jours, il y a eu plus de 600 décès dans la ville. Les services des ambulances étaient rendus paralysés par la demande. Les services d'urgence aussi. Il y a probablement eu des décès qui étaient non attribuables à la chaleur, mais qui ont été engendrés par un délai dans la prise en charge adéquate. Quand il y a des fumées de feux de forêt importantes, qu'il y a une détérioration massive de la qualité de l'air, on l'a vu dans les étés passés, il y a des salles d'opération qui sont obligées de fermer parce que les appareils qui filtrent l'air pour assurer une qualité adéquate pour opérer ne fonctionnent plus, ne sont pas capables de filtrer suffisamment, sont comme dépassés par la concentration de polluants atmosphériques et donc il y a des salles d'opération qui ferment. La question, c'est que c'est pas si ça va arriver un jour ou pas au Québec, c'est quand, puis est-ce qu'on est prêt? Puis je vous dirais que la majorité du temps, on n'a pas ce planning de fait-là. Il y a 2 ans, l'hôpital de Sept-Îles a complètement dû être évacué. Puis nous, à Montréal, on a accueilli des patients qui étaient transférés. Tu sais, quand tu transfères un patient instable d'un hôpital à l'autre, ça vient avec des fois des complications ou tu sais, une détérioration d'un état déjà instable. Mais ça, c'est des conséquences directes des changements climatiques qu'on vit à travers le réseau de la santé maintenant à chaque été. Ben, et à travers l'année, là, mais principalement l'été. Donc, de ta perspective, clairement, au niveau de la lutte, c'est pas uniforme à la grandeur du Québec. Non. Puis, au niveau de l'adaptation, il y a encore beaucoup de chemin à faire, vu les quelques exemples que tu as été en mesure de nous relater. Mais là, tu es ministre de la Santé demain matin. Qu'est-ce que tu ferais pour faire bouger les choses à ce niveau-là? Ben, ce qui est fascinant, c'est qu'on a des études hein, pour nous dire ce qu'on peut faire en médecine. On aime bien, on aime beaucoup la science. Puis il y a des gens qui ont étudié dans les dernières années qu'est-ce qui serait un système de santé efficace, pertinent dans un contexte de changement climatique. Et c'est des systèmes de santé basés un peu sur les principes de santé planétaire. C'est titre du livre. La santé planétaire, c'est assez simple, là, c'est de reconnaître que notre santé humaine est interdépendante des écosystèmes desquels elle dépend. Fait qu'on peut pas être en santé pleinement si on considère pas les menaces écologiques, les perturbations sur les systèmes qui nous entourent. Vous allez me dire, c'est la base, j'en suis bien d'accord. Des fois, il faut mettre des choses sur des trucs très simples pour que ça répercole en politique ou en enseignement dans les universités. Et les gens qui ont regardé un petit peu ce serait quoi un système de santé qui répondrait aux impératifs de santé planétaire, ben, c'est un système de santé qui mise beaucoup plus sur la réduction, en fait, en amont de la demande. Donc, tout ce qui est promotion de la santé, prévention, ça coûte beaucoup moins cher en ressources et en argent prévenir que guérir. Et c'est un réinvestissement massif dans les soins de première ligne qui inclut pas juste les médecins de famille, là, mais une panoplie de professionnels qui peuvent agir avant qu'on ait besoin de se rendre à l'hôpital. Notre système de santé au Québec est un peu inversé. On investit beaucoup plus dans les soins surspécialisés, qui sont des belles avancées technologiques, mais on pourrait tenter de réduire l'argent qu'on met là-dedans pour réinvestir en prévention, promotion, donc tous des initiatives de santé publique qui peuvent être beaucoup plus porteuses et une première ligne agile, forte, qui répond à la demande parce que c'est comme ça qu'on réussit à réduire la pression sur tu sais, les centres de santé plus spécialisés. Et je pense que c'est cette vision-là que j'essaierais d'implanter. Là, on est encore dans, ben, les gens y arrivent, il faut les traiter, faut les traiter le plus rapidement possible, mais tu peux pas continuellement mettre plus de gens à traiter
En vrai, il y a une vitesse maximale qui est atteinte, avec une capacité définie en fonction des ressources. Fait que plus que tu as de gens malades, puis tu joues pas sur la quantité de gens qui deviennent malades, ben c'est un petit peu un problème qui va être sans fin, tu sais. Fait que puis l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est d'accord là-dessus. Il faut investir idéalement 8 à 9 de notre budget en santé publique. Puis en ce moment, au Québec, on est dans du 2 à 3. Mais au fond, est-ce que je traduis bien si je Oui, dis que, exemple, investir dans la mobilité durable, en quelque sorte, c'est investir en prévention en c'est santé. 100%. Donc, c'est un exemple, mais il y en Tu aurait sais, plusieurs. les deux exemples qui viennent peut-être le plus facilement, c'est la mobilité durable, les systèmes alimentaires. Puis je vois une question qui est là-dessus. Puis je C'est devine que ça. tu t'en allais dans cette direction-là, mais tu sais, il y a des politiques porteuses qui peuvent être faites pour que notre alimentation ne nous nuise pas. Puis ça prend des efforts concertés. On ne peut pas s'attendre du jour au lendemain que les gens transforment leur choix alimentaire si l'offre qu'on leur met dans les épiceries ne change pas ou n'est pas réglementé d'une certaine façon. Tu sais, il y a des travaux qui ont été faits, notamment avec la Coalition Poids, qui est une initiative un petit peu qui veut réduire en fait, ils s'appelle Coalition Pomme, mais ils travaillent beaucoup notamment sur la réglementation des boissons sucrées, les boissons énergisantes, les boissons gazeuses, etc., pour essayer de réduire tout le marketing qui est prêt auprès des jeunes pour que on évite d'adopter rapidement des mauvaises habitudes dans un sens. Parce qu'on le sait, hein, tu sais, une des exemples que je cite dans mon livre, puis j'ai trouvé la réflexion, quand je l'ai faite, assez intéressante, ça m'a mené à des endroits où je pensais pas, mais tu sais, on a eu cette décision-là à faire par rapport au tabac. Puis pour moi, c'est un petit peu similaire. Le tabagisme, la raison qu'on a réussi à réduire autant les taux de tabagique, c'est pas parce que les médecins se sont mis à dire c'est pas bon pour votre santé. Ce qu'il a fallu, c'est une augmentation du prix du paquet, puis des mesures pour contrôler la publicité effectuée, puis tout le marketing entourant la cigarette. On voit plus de publicité tant que ça, en tout cas du moins au Québec, sur des panneaux publicitaires, fumez votre cigarette, c'est bon. Maintenant, c'est réglementé, c'est caché, faut le demander, puis sur le paquet, il y a des avis sur voici les types de cancers que ça peut causer. Mais c'est le même un peu type d'intensité qu'on devrait adopter face à des comportements qui en ce moment sont autant nuisibles sur les plans écologiques que sur les plans sanitaires. Fait qu'on peut penser à la mobilité, fait que tu sais, tout ce qui est consommation d'énergie fossile par les véhicules, toute la publicité automobile pour être mieux réglementée, Équiterre travaille là-dessus. Puis après, on peut faire le même parallèle côté alimentation. Je pense qu'il y a vraiment des champs où on peut innover et on peut réduire un petit peu l'impact démesuré des industries macro qui finalement gèrent nos décisions. Parce qu'on le sait en santé publique, ce qui fonctionne, c'est pas de dire à quelqu'un quoi faire, c'est de lui donner l'environnement pour que cette personne-là puisse faire le choix qui est sain pour elle. Les gens font les choix sains naturellement quand on leur offre la chance de le faire. Quand ils ont accès, quand ils ont Exactement. l'alternative Oui. finalement. Là, pour être un petit peu plus spécifique, là, si tu avais à nous faire, à tous les participants ici et à ceux qui vont nous écouter ensuite, une prescription médicale en matière d'alimentation, qu'est-ce que ce serait? Ben, en fait, je pense qu'il faut regarder les différentes échapes de la chaîne un petit peu d'alimentation. Tu sais, d'où viennent nos affaires, qu'est-ce qu'on consomme, comment qu'on les transforme, puis qu'est-ce qu'on fait après. Puis, tu sais, d'un point de vue de la production alimentaire, tu sais, c'est votre domaine de prédiction, mais on est beaucoup dans des productions très intensives qui demandent pas juste une intensité de surface, mais une intensité de productivité. Donc, on a développé des pesticides pour nous aider à être plus efficaces, pour vraiment faire pousser ce qu'on voulait à la vitesse qu'on voulait. Mais c'est en train de dégénérer les cycles naturels de phosphore et d'azote qui ont des impacts catastrophiques sur les plans écologiques. Si on revenait à des pratiques agricoles moins intensives, respectueuses des sols, il y a plein d'initiatives de permaculture notamment qui sont possibles de nourrir plusieurs personnes malgré souvent ce qu'on entend où c'est important de faire des grands élevages. Ça réglerait déjà une partie du problème. Puis l'autre chose, c'est si on diminue notre consommation de viande, ça c'est évident, on diminue la surface qu'on a besoin de cultiver parce que la majorité de ce qu'on
cultive, c'est pour nourrir les animaux qu'on tue après pour manger. Puis à peu près 90% de l'énergie qui se perd en différentes chaînes. Fait que, tu sais, pour que nous, on ait une quantité d'énergie comme humain suffisante, ben, on a utilisé 100 fois plus d'énergie que nécessaire que si on avait consommé en, en partant l'aliment végétal. Fait que je pense que ça, c'est une partie de la réflexion qui est nécessaire d'avoir. Euh, la deuxième partie, tu sais, on consomme ce qu'on peut consommer, puis malheureusement, on a une facilité beaucoup trop grande, je pense, dans les aliments ultra transformés et certains autres produits qui sont démontrés comme cancérigènes, mais souvent, c'est parce que c'est des alternatives qui sont moins chères puis qui nous donnent un sentiment de satiété plus facilement. Puis je me rappellerai toujours une conférence à laquelle j'ai assisté quand je commençais ma formation. Puis j'ai essayé de retrouver la source précise, puis je l'ai comme pas noté, mais l'exemple m'avait tellement marqué. Puis on comparait en fait l'accès à des aliments dans les différents secteurs, dans les différents quartiers. Puis il y avait une corrélation très franche entre la quantité d'aliments frais disponibles et le niveau socio-économique du quartier. Donc plus qu'on était dans des quartiers reconnus comme riches ou financièrement aisés, bien souvent la première chose que tu rentrais quand tu allais dans le marché, c'était une grande aire de fruits frais qui occupait une grande portion de la superficie du marché. Et donc, c'était ça les premiers choix que tu avais. Quand tu arrivais dans les quartiers plus défavorisés, bien soit que tu n'avais simplement pas une offre alimentaire adéquate, fait que c'était des très petites surfaces ou des dépanneurs, parce que même encore au Montréal, il y a des déserts alimentaires, où tu as une prédominance de produits surgelés, transformés, qui sont mis de l'avant, qui sont moins chers, puis qui nourrissent pas adéquatement, mais qui donnent un sentiment que tu as mangé, puis que tu as assez d'énergie. Et ça, pour moi, ça reste problématique parce qu'on peut pas s'attendre à ce que les gens fassent des choix sains s'ils n'ont pas l'option de faire des choix qui sont sains. Puis ça a l'air facile quand on a des options, puis quand on a tu sais, quand on a une flexibilité. Mais moi, je vous dis, dans mon secteur, là où je travaille, cette flexibilité-là, elle n'est pas toujours présente. Puis c'est sans compter l'augmentation du coût des aliments qui peut être attribuable à une instabilité climatique, des difficultés de produire. Puis d'ailleurs, ça a été démontré, les changements climatiques engendrent une diminution dans la productivité des récoltes des céréales principales, soya, blé, riz notamment. Et donc, on peut s'attendre à ce que certains aliments vont augmenter en coût, touchant de plus en plus des gens qui sont déjà en situation de vulnérabilité, puis d'augmenter l'insécurité alimentaire. Puis le dernier volet, Creuser encore plus oui, les inégalités finalement. puis sans compter en fait tous ceux qui ont encore, j'ai goût de dire, une certaine opportunité d'avoir accès à des aliments traditionnels. Je pense entre autres aux populations autochtones du Québec, dont certains sont capables, dans les circonstances, de maintenir des pratiques ancestrales de chasse, de pêche, de cueillette, de trappe, mais c'est des pratiques qui sont menacées avec les bouleversements écologiques, puis les changements territoriaux, puis le fait qu'on détruit des milieux naturels qui sont leurs territoires ancestraux. Et ces populations-là, souvent dans des zones nordiques, dépendent déjà d'un apport externe parce qu'ils sont isolés géographiquement. Puis là, avec les changements climatiques qu'ils n'ont pas provoqués et qu'ils entretiennent pratiquement pas, on leur met un stresseur de plus. Fait que la réflexion est vaste, mais pour moi, il y a ces éléments-là, principalement comment qu'on crée notre nourriture, puis après, comment on la transforme et qu'est-ce on a accès. Puis dans les deux cas, il y a possibilité de réduire énormément. Tu sais, le plus simple, c'est de réduire notre consommation de viande rouge, là, qui est beaucoup Sur plus polluante sur que... cette question-là, les avantages pour la santé, Ah, sont il y en a énormes. certainement. Tu sais, tout ce qui est charcuterie, viande rouge, viande un peu transformée, c'est démontré comme des cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Puis on continue d'en manger. Ben, après, bon, ça peut être un choix personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup lié avec la facilité d'accès. Puis je pense que, tu sais, j'avais la réflexion récemment avec des collègues que, tu sais, on a grandi dans certains types d'environnements alimentaires où la recette facile, c'était viande, légumes, féculents. Puis c'est comme l'assiette qu'on est habitué. Puis changer ces référents culturels-là pour apprendre à utiliser d'autres types d'aliments, c'est pas facile. Tu sais, je veux dire, je suis pas exemplaire, là. Je tente de mon mieux, mais j'ai un jeune bébé à la maison. Puis souvent, les repas les plus faciles que je suis capable de faire avant qu'il hurle de faim, on peut manger du tofu, du poisson, mais ça reste que la viande, elle, comme, apparaît facilement. On fait des choix le moins possible, mais
ça a été vraiment difficile pour nous, puis c'est un travail constant de l'enlever complètement parce qu'il y a une proximité, puis tu sais, je veux dire, je suis consciente, mais après, il y a la réalité du quotidien qui embarque, puis tu sais, on fait le choix d'éliminer complètement le bœuf parce que ça, pour nous, c'était un non-non, puis je pense que si tout le monde faisait juste au moins éliminer le bœuf, on aurait quand même un méchant bout de chemin de fait. Puis je dis ça juste parce que, tu sais, c'est pas parce que je parle de ça quotidiennement que je suis parfaite. Puis souvent, on met ça, cette pression-là sur les gens dans le domaine environnemental. Si t'es pas parfait, t'as pas raison de parler. Puis je veux défaire un petit peu ça, mais je pense que l'important, c'est de viser une certaine forme de cohérence, être à l'aise avec les choix qu'on fait, puis du moins d'être conscient que notre assiette peut être différente que celle avec laquelle on a grandi, qui était viande, légumes, tu sais, ou viande, patates, féculents ou autre, tu sais. Puis qu'on peut avoir des repas qui contiennent la viande, mais en plus petite quantité, ou mélanger avec une alternative végétale. Puis, tu sais, nous, c'est un travail constant à la maison parce que des fois, le naturel, j'ai le goût de dire, revient en raison de la facilité puis de la complexité du quotidien. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très pertinent. Il y a aussi le nouveau guide alimentaire Oui, canadien qui nous amène dans cette super, direction-là, mais oui. je pense que le principal frein, ça reste cette question culturelle. Oui. Mais je pense que justement, de ne pas s'imposer la perfection, c'est la meilleure façon d'avancer parce que ça nous permet de vraiment voir le moment présent comme un moment de transition, un Ouais. moment de réduction et non pas un moment où on veut se priver de façon absolue des protéines animales, par exemple, et de la viande rouge. Mais tout Ouais. étant dans la perspective de durabilité. Donc, c'est quoi une consommation de ces aliments-là qui va être durable sur le long terme? C'est une consommation plus réduite. Ouais. Mais tu Donc, on sais, propose 50%. le guide, le nouveau guide alimentaire, j'ai le goût de dire une œuvre d'art dans un sens, mais c'est tout le processus qui a mené à la création du nouveau guide alimentaire canadien a été fait par Jane Philpott, qui est médecin de famille de formation. Puis, tu sais, le processus de création est complètement différent des processus qui avaient eu antérieurement. Elle a fait tout à porte ouverte, fait qu'il n'y a pas eu de rencontre à porte fermée avec l'industrie. Puis, ce qui est fascinant, c'est que l'assiette créée par le nouveau guide alimentaire canadien fait place c'est à l'importance du partage dans les repas, le plaisir de la découverte, mais aussi une place importante aux protéines d'origine végétale. Et cette image de notre guide alimentaire canadien fait l'envie d'à peu près beaucoup, beaucoup de monde partout sur la planète, mais il est pratiquement identique à l'assiette finale d'une commission avec laquelle vous vous inspirez. Je pense que la commission Eat Lancet. Et ça a été deux processus indépendants. Puis c'est très rare dans le monde dans le monde scientifique médical que deux processus indépendants polis arrivent au même résultat dans un sujet aussi complexe et culturellement différent qu'est l'alimentation. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un indicateur que le guide qu'on a, c'est ça vers quoi il faut tendre. Puis ces deux guides-là ne disent pas mangez pas de viande, c'est mauvais, mais ils disent mangez gens différemment, moins souvent, en plus petites portions, puis faites-en pas l'aliment central de votre assiette. Puis, tu sais, ce type-là, on le retrouve de façon, dans des déclinaisons un peu différentes, notamment avec tout ce qui est catégorisé comme alimentation méditerranéenne, qui est beaucoup mise de l'avant par les cardiologues parce que c'est un régime alimentaire qui est démontré efficace pour réduire les maladies cardiovasculaires, donc les maladies cardiaques, le cholestérol, l'hypertension, les crises du cœur, puis les AVC. Et ce guide-là, en fait, est fait différemment, mais fait une place très importante à tout ce qui est grains entiers et aliments peu transformés. Parce que des fois, on l'oublie aussi, hein, on peut manger pas de viande, ou pratiquement pas de viande, puis manger plein d'aliments ultra transformés qui contiennent des additifs alimentaires qui peuvent être nuisibles et qui peuvent être cancérigènes. Fait qu'il y a toute aussi la réflexion qu'on doit avoir sur qu'est-ce qu'on consomme, de quelle façon c'est produit et sais, une des décisions que nous, on a pris chez nous, c'est d'essayer d'être le moins possible dans les aliments ultra transformés. Mais encore une fois, ça demande une certaine vigilance. Puis, tu sais, je pense que c'est comme un objectif à la fois. Fait qu'on change nos habitudes petit à petit, mais je pense que au-delà de viande, pas viande, on a besoin d'avoir cette réflexion-là sur produits transformés ou, ben, j'ai même pu dire ultra transformés versus non transformés. Puis c'est beaucoup plus sain les produits qui sont entiers. Merci. Là, j'ai envie de céder la parole à nos participants. Je suis certaine qu'on a des questions. Je vais, j'en vois
pas une complète dans le... Mais on dirait que M. Langevin en avait une. Puis je vois juste le début de la question. Je vais vous laisser le temps de compléter. En fait, ceux qui souhaitent poser des questions, puis dans l'intervalle, je vais prendre un petit instant pour revenir peut-être sur quelque chose qu'on a déjà abordé. Plus spécifiquement, la question de la communication tantôt que tu as effleurée, que j'ai trouvé super intéressante. En fait, ça me permet de plugger une citation que j'aime bien. Il y a une autrice, Anne Archet, qui a écrit, et je cite, je crois qu'il faut cesser de dire environnement et commencer à dire survie de l'espèce humaine. Mm. Ce serait rigolo d'entendre les politiciens et politiciennes dire la survie de l'espèce humaine est importante, mais pas aux dépens de l'économie. Mm. J'aimerais t'entendre là-dessus. En fait, comment crois-tu qu'il faut recadrer les communications autour de la santé pour que ce soit plus mobilisateur pour les décideurs et la population? Ouais, grande question. Tu sais, je pense on a toujours pas résolu un peu complètement cette question-là de défi communication climatique. Moi, j'aime jamais vraiment les discours qui disent il est minuit moins un, il est trop tard pour sauver l'humanité, parce que quand tu intègres les questions de santé, il sera jamais trop tard pour améliorer notre bien-être, puis réduire, puis sauver des vies. Tu sais, fait que parler d'environnement, parler de santé, c'est positif. Ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a à gagner plutôt que qu'est-ce qu'il y a à perdre. Puis je pense que c'est vraiment une transformation de discours qu'on doit faire, d'arrêter de voir la transition écologique comme une série de deuils, mais plutôt comme une transformation de nos référents, puis des choses qu'on peut gagner, que ça soit en temps, en qualité. Tu sais, ça serait correct de moins travailler, puis passer plus de temps avec notre voisinage, puis avec notre famille, puis de nourrir ce type de relation-là. Puis c'est d'ailleurs, tu sais, je fais une parenthèse, mais je me rappelle une étude qui a un petit peu démontré qu'est-ce qui influençait, pourquoi les gens allaient vers le bio ou l'équitable, en fait, vers le bio, quel était l'argument principal. Puis quand tu sondes les gens, quand ils choisissent un aliment, ben, la raison numéro un, c'est leur santé. Puis après, c'est l'environnement. Tu sais, les gens vont faire des choix pour leur santé, généralement avant autre chose. Puis je pense que c'est un peu la même chose avec la crise climatique ou la crise écologique. Si on faisait des choix pour notre santé, on aurait probablement des décisions qui seraient différentes. Mais encore, faut-il qu'il y ait des gens qui disent que c'est des trucs de santé, puis qui en font la démonstration. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. Je vois la question sur les fromages moins émetteurs, ça dépasse mes connaissances. J'ai pas de recherche spécifiquement là-dessus, fait que je peux pas vous dire si le fromage de chèvre versus le fromage qui vient de la vache en est moins. Je vous dirais probablement que les fromages produits en petite quantité dans les producteurs locaux sont plus soucieux de l'environnement et moins polluants. Mais c'est aussi que ça plaît à l'esprit, là, mais j'ai pas la donnée scientifique à l'appui pour ça. Veux-tu que je continue à lire les questions? Je les vois, les questions, Chloé, fait que... Dire, euh, sélectionne celle que tu veux, mais prenons le temps de la lire juste avant. ben, pensez-vous que l'engouement du système de la santé empêche de changer de stratégie en termes d'adaptation au changement climatique? Ben, en fait, je pense que c'est juste cette question-là de changement climatique n'a pas réussi à s'intégrer dans la structure décisionnelle dans le réseau de la santé. Fait que c'est pas juste le fait tu sais, qu'on est tout le temps en situation de crise, mais on a comme pas juste pris le temps de le mettre sur une priorité. Puis pourtant, il y a des réseaux de la santé qui le font à travers le monde, dont le NHS, qui est le réseau de la santé de l'Angleterre, avec un beau taux de succès. Fait que, tu sais, je pense que ça serait possible si on décidait que c'est important pour nous, on pourrait dédier ressources et on aurait l'expertise au Québec là, pour faire quelque chose de bien. Mais il va falloir peut-être défaire un petit peu nos habitudes notamment détruire des stations, en fait, détruire des îlots de fraîcheur pour mettre des stationnements toujours plus grands. Quel genre d'action comme citoyen pour appliquer la perspective de santé dans nos comportements, création d'espaces verts, jardins communautaires? Ben, on a, en fait, je pense que comme citoyen, souvent, on sous-estime le pouvoir qu'on peut avoir, ça soit en allant parler à nos députés, à nos élus. Tu sais, nous, dans Schlager Maisonneuve, c'est un quartier qui se mobilise de façon historique, mais qui réussit à quand même laisser sa marque dans ce qui est important comme ADN dans le secteur. Il y a quand même
énormément d'organisations communautaires présentes, actives, puis c'est issu beaucoup d'initiatives citoyennes, puis que, tu sais, de cultiver autour de nous son espace de collectivité, de communauté, d'être curieux de ce qui nous entoure. Tu sais, il y a ça dans la perspective de santé planétaire, de voir le beau autour de nous, puis de reconnaître que ben, notre santé dépend un petit peu de cet îlot de fraîcheur qu'on a été capable de cultiver, de la beauté du jardin qu'on a mis. Moi, j'aime, tu sais, les espaces fleuris en ville, c'est magnifique, mais je pense que ça place, puis il faut qu'on soit capable d'être en contact avec la nature pour se laisser émerveiller, puis l'apprécier. On a une question d'Olivier Bernard qui m'interpelle Ouais. particulièrement parce que, à titre d'avocate, tu sais, je suis une professionnelle, je suis membre d'un ordre professionnel. Donc, sa question, est-ce que les médecins donc, s'intéressent suffisamment à ces questions essentielles en lien avec l'environnement et quelle est la perception de tes collègues quand tu en discutes avec eux? Et il mentionne qu'on se fait souvent, comme professionnel, reprocher que c'est un discours militant même si les arguments sont scientifiques et basés sur des faits et des données. J'adore la question, merci. Euh, Est-ce que les médecins s'intéressent à ces questions-là? Oui. Suffisamment, non, mais de plus en plus. Moi, je travaille avec la faculté de médecine de l'Université de Montréal et maintenant, c'est une partie intégrante de leur formation. Donc, tous les médecins qui vont graduer dans les prochaines années vont être formés avec des dizaines d'heures sur la santé planétaire. C'est un choix prioritaire qui a été fait par la faculté. Les médecins en pratique, c'est un peu plus compliqué, mais on offre énormément de formation continue. Et maintenant, ben, du moins dans la région métropolitaine, là, mais un petit peu partout au Québec, on a des comités d'éco-CMDP. En fait, les CMDP, en fait, c'est maintenant, c'est des CMDP SF, désolé pour le jargon. C'est les communautés, en fait, de médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes dans les milieux hospitaliers qui sont un peu responsables de la qualité de l'acte, qui est une fonction essentielle là, dans le système de la santé. Et dans une dizaine d'établissements maintenant, il y a des comités éco affiliés à ça qui ont un mandat officiel de réduire la quantité de déchets, de faire des pratiques novatrices en matière de soins éco-responsables et qui réussissent avec des beaux résultats de façon pratiquement bénévole. Et ça, c'est en train de faire des petits à travers le Québec. Puis l'ACME, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, héberge une communauté de pratique de tous ces médecins, dentistes, pharmaciens qui font des choses un petit peu partout. Puis c'est fascinant ce qui sort de cette communauté de pratique-là. Le Collège des médecins du Québec en fait un comité permanent dédié au développement durable et à la responsabilité sociale. Puis c'est intéressant parce que moi, je me suis souvent fait reprocher que comme médecin, j'avais pas ma place à parler d'environnement. Puis quand j'étais dans le monde environnemental, on me disait retourne soigner des gens. Puis en est, je me suis un petit peu tannée de cette dualité-là, puis j'ai ouvert mon code de déontologie, puis l'article 3 du code de déontologie des médecins nous dit textuellement que le médecin a le devoir primordial de se préoccuper de la santé des gens et des collectivités, autant dans un point de vue individuel que collectif. Et depuis que je sors cet article-là de mon code de déontologie, on, on m'accuse plus d'être militante de façon si importante qu'avant. Puis le Collège des médecins du Québec se positionne maintenant de plus en plus. C'est un organe de protection du public, là, le Collège des médecins. C'est pas un organe pro-médecin, mais le Collège des médecins du Québec se positionne de façon beaucoup plus proactive que je l'ai jamais vu faire sur des questions environnementales. C'est positionné notamment sur les émissions de la fonderie Orne en Abitibi-Témiscamingue, en reconnaissant l'importance avant d'avoir des normes qui sont basées sur la science, a fait la même chose de mémoire avec un projet d'augmentation des normes du nickel à Limoilou, Québec, et sur plusieurs autres enjeux, dont la responsabilité écologique du réseau de la santé. Fait que moi, en 10 ans, j'ai vu un énorme changement dans la mentalité, autant qu'on m'a déjà dit de faire autre chose il y a 5 6 ans. Maintenant, c'est on te veut, viens nous donner ce que tu as à nous donner comme information et qu'est-ce que je peux faire. Et je pense qu'il y a vraiment une belle dynamique. Tu sais, les médecins que je côtoie, puis je parle des médecins parce que je côtoie plus des médecins, c'est des gens qui aiment ça régler des problèmes. Et là, tu as un beau problème, bien compliqué, ça vient stimuler la curiosité puis la volonté de faire quelque chose. Puis je pense qu'il va y avoir
une accélération de ce mouvement-là dans les prochaines années. Mais c'est ça. Des fois, ça demande de revenir à la base de ce qui est la science puis la démonstration des impacts de la catastrophe écologique. Mais les solutions, il y en a. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces solutions-là sont pas seulement bonnes pour la santé et l'environnement, mais elles sont aussi bonnes sur les finances des établissements. Fait que c'est souvent comme ça qu'on finit par trouver le bon argument pour le gestionnaire en question. Ben, tu veux réduire les coûts de ton établissement, voici ce qu'il faut faire. Puis au CHUM, notamment, en changeant certains types de gaz anesthésiques qu'ils utilisaient pour des chirurgies, ils ont réussi à réduire non seulement leurs émissions de gaz à effet de serre de façon substantielle, mais aussi la facture à la fin de l'année. Mais je pense que, en tout cas, la vision que tu as de ta profession puis de ta contribution au sein de la profession, tu nous en parlais, c'était clair pour toi dès ton entrée en médecine. Je pense que tu auras contribué clairement à faire évoluer ta profession en ce sens-là. Il nous reste deux questions qu'on voit ici. Une plus spécifique sur l'alimentation, donc en lien avec les ajouts alimentaires. Donc, quand on parlait d'aliments transformés tantôt, en peut-être une minute là-dessus. Puis une dernière question, puis ça va avoir fait le tour de notre temps. Tu sais, il y a tellement d'additifs alimentaires, honnêtement, je ne les connais pas toutes. Puis je pense que honnêtement, on a une très mauvaise formation en nutritionniste, en nutrition comme médecin. Ça se résout à peu près, voici des protéines, voici des acides aminés, puis voici les vitamines, là. Mais c'est très peu pratico-pratique, puis c'est un défi parce que. Fait que j'aurais de la misère à répondre spécifiquement comme je voudrais le faire à cette question-là. Pour les charcuteries, on voit souvent des nitrites ajoutés. Fait que si vous êtes capable d'avoir des aliments qui n'en contiennent pas, on le voit souvent plus pour les poitrines de poulet, de dinde qui en contiennent moins que la majorité des jambons et des prosciutto, là. Fait que les nitrites, c'est quelque chose qui est assez facile à identifier. Mais après, c'est que l'industrie est très créative, hein. Fait qu'à chaque année, ils inventent des nouvelles affaires. Puis c'est difficile d'un peu de tenir le rythme sur tout ce qui est mis en marché, puis qu'il n'y a pas nécessairement, on n'a pas accès aux études, puis les études sont faites après, fait qu'on apprend souvent des choses des années en retard. Fait que je vous dirais, le moins d'aliments, d'ingrédients qu'il y a dans la liste de l'aliment, le mieux. Puis si vous êtes capable de reconnaître tous les aliments, c'est déjà un bon point de départ. Parce que souvent, on lit des listes, puis tu réalises que tu connais pas la moitié de ce qui est dans ce que tu consommes parce que c'est des trucs qui viennent de l'industrie. Fait que je vous dirais une liste la plus épurée possible. Généralement, on part bien de là. Toujours au niveau de l'alimentation, lorsque on se concentre sur une alimentation locale et bio, est-ce que selon toi, c'est possible d'arriver au même coût qu'une alimentation importée et chimique si on coupe la viande et les produits transformés qui coûteraient plus cher? C'est une excellente question, mais tu sais, tout ce qui est légumineuse, c'est un aliment fantastique, là. Fait que, ou une catégorie d'aliments fantastiques très peu coûteuse, qui est très riche en minéraux et en fer, notamment. Et il y a des compagnies québécoises et canadiennes qui en produisent ici. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut tu sais, choisir, commencer par cibler quelques éléments qu'on veut travailler, mais je pense que d'augmenter notre apport quotidien, ou du moins régulier de légumineuses et ses dérivés et de noix peut aider. Côté coût, il faudrait faire des analyses, mais je pense que c'est possible de s'en sortir à des bons ratios là, si on fait les choix qui sont intelligents. Et peut-être une dernière question. Donc, il y a de la confusion Mm. entre les aliments transformés et ultra transformés et le prêt à manger. Ouais. Il existe, par exemple, des burgers sur le marché qui sont faits de légumineuses, légumes et épices, mais parce qu'ils sont prêts à manger, donc très pratiques pour Ouais. économiser du temps, ils ont malheureusement mauvaise réputation. Donc, il faut inviter les gens à s'informer sur la qualité des ingrédients dans les produits en supermarché. Je pense que ça rejoint un des éléments que tu mentionnais tout à l'heure par rapport à la quantité, notamment d'ingrédients. Souvent, Ouais. c'est un indice. Oui, mais tu sais, ça reste un défi, hein, parce que, tu sais, tantôt, je parlais de littératie. La littératie, c'est un Oui. petit peu notre capacité. C'est pas juste notre capacité de reconnaître des mots, mais d'en tirer une certaine capacité d'analyse. Puis c'est pas facile quand on est, tu sais, surchargé d'autant d'informations. Puis, tu sais, il y a une étude il y a un sondage qui avait été fait il y a quelques années au Québec qui démontrait qu'il y avait un taux d'analphabétisme fonctionnel. Fait que des gens
qui pouvaient suivre quand même l'actualité, mais sans être capable de passer adéquatement à travers un article de journal. Puis je le dis, pas en critique ou pas, mais on part de... C'est pas facile pour la majorité des gens de se démêler toute la quantité d'informations dans laquelle on vit. Fait que, tu sais, toutes les initiatives d'éducation populaire, de simplification, de l'information qu'on reçoit, ça peut être par des logos qui sont souvent plus faciles à reconnaître. Euh, ça fait partie pour moi des stratégies qui sont essentielles si on veut transformer nos habitudes alimentaires. Euh, je sais pas, Chloé, si tu voulais réagir là-dessus, je te vois. Non, mais il y a des études là-dessus. Oui, J'en ai vu passer dans les dernières années. Il y a eu des enquêtes aussi de journalistes sur la question. Je pense qu'il y a effectivement une grande confusion. Puis nous, une des solutions qu'on met de l'avant, une des propositions qu'on met de l'avant par rapport à ça, c'est vraiment d'instaurer un affichage environnemental parce que oui, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte que c'est effectivement difficile pour les gens d'arriver à déterminer quelle est la meilleure option parmi toutes les options. exact. Donc, ben, c'est tout le temps qu'on avait. Merci vraiment, Merci d'avoir docteur été avec nous ce midi. Ouais. Pétrin Desrosiers, pour oui, avoir été avec nous. Je pense que je conclurai en 10 secondes en disant que sur une note un peu plus personnelle, moi, j'admire ton travail Oui, vraiment et cette façon que tu as de conjuguer allègrement profession, obligation déontologique, c'est toute la responsabilité qui vient avec ça, toute la rigueur qui vient avec ça, mais aussi famille. Tu nous as parlé de ton petit enfant à la maison et conviction. Ces trois piliers-là, moi, je trouve ça super inspirant et je suis persuadée que je suis pas la seule et que ton parcours, tes réalisations, mais aussi tout ce que tu nous as livré aujourd'hui, ça va inspirer nos membres et plus encore. Donc, ben, c'est merci encore. merci. Merci, ça me touche. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Bye bye.